Bonjour, Slobodan Despot. Merci d'accepter Bonjour, cet entretien par-dessus les montagnes pour TV Liberté. Merci à vous. Merci à vous Un de grand m'inviter. événement nous réunit, c'est le 5e anniversaire de cette revue sur Internet que vous avez créée qui s'appelle Antipresse. Pour ceux qui seraient nés à la télévision hier, on va leur rappeler qui vous êtes. C'est très difficile parce que vous êtes très multiple. Hein. Beaucoup trop. Très multiple. Non, on ne l'est jamais assez trop. On ne l'est jamais trop. Vous êtes suisse d'origine serbo-croate. Vous avez été jeune traducteur, puis vous avez été éditeur aux éditions de l'Âge d'Homme aux côtés du grand Dimitri Dimitrievitch. Vous avez été fondateur des éditions Xenia et vous avez écrit 2 beaux romans qui sont édités, excusez du peu, chez Gallimard. Vous avez créé cette revue Antipresse. Pourquoi, Slobodan Despot? Ça vous permet de travailler depuis votre montagne? Alors, évidemment qu'au moment où nous avons créé la lettre, c'était il y a 5 ans, nous ne savions pas pourquoi nous le faisions. J'ai fait ça avec un ami journaliste qui était un journaliste du système, qui est Jean-François Fournier, qui avait été rédacteur en chef de journaux, et qui, comme moi, en avait assez d'une information toujours orientée, toujours mécanique, toujours fondée sur des lieux communs, et toujours, en quelque sorte, prompte à vous laver le cerveau et à vous rééduquer. Et donc, on a fait l'antipresse, dire nous avons une autre manière de dire les choses, nous avons une autre démarche, et il est toujours possible, ce que personne ne rappelait jamais au public, il est toujours possible de regarder les choses d'un autre angle, en décalant un tout petit peu l'angle de vision. C'est pour ça que, malgré l'appellation, nous avons toujours dit, nous ne sommes pas contre la presse, nous ne faisons pas de la réinformation, nous sommes dans l'antichambre, où nous sommes comme anticitaires et facacitaires, c'est-à-dire nous regardons les choses d'un autre angle, pas forcément de manière conflictuelle, pas forcément de manière polémique, mais simplement nous rappelons toujours que lorsque vous regardez les choses d'un point de vue, je ne sais pas, strictement mécaniciste, juridique, scientiste, il y a aussi un autre regard qui peut être un regard littéraire, spirituel, humain sur la réalité. C'est comme ça qu'on a commencé. Et ce qui caractérise cette revue, c'est tout de même sa hauteur, j'ai envie de dire, c'est normal, vous êtes dans les montagnes, sa profondeur. On n'est pas, en effet, sur l'événement à réagir de façon émotionnelle ou réactive tout de suite. Enfin, je veux dire, on a toujours beaucoup de recul. Et ça, finalement, vous n'imaginez pas le repos que cela donne à l'esprit, ce recul. Oui, vous prendrez bien un peu de recul, vous voyez. C'est comment sert le thé, n'est-ce pas? Je préviens tout de suite les téléspectateurs, vous avez infiniment d'humour et votre prose est d'un humour étonnant. J'en donnerai 2 exemples. À propos de l'Amérique, les faucons sont vrais. Ça, c'est quand même quelque chose qui me réjouit. Et puis, à propos des derniers événements sinistres, notamment l'internement psychiatrique du professeur Fourtillon, vous écrivez cet article, le nid de coucou, votre nouveau chez vous. Oui. Et alors, je continue. Donc, le professeur Fourtillon a été interné. Notez bien cette date, elle marque un changement de saison et n'oubliez plus d'enfiler vos camisoles avant d'aller dormir, cela épargnera des tracas aux infirmiers. J'avoue que cette annonce, cet écrit fait du bien dans cette tragédie, parce que quand même, oui, quand on se met à interner un professeur de médecine, on tourne sa vie à la tragédie un peu soviétique, j'avoue. Bon, le professeur Fourtillon était donc collimateur depuis longtemps, puisqu'il a déjà été opposé aux 11 vaccins pour les tout petits bébés. Oui. Donc ça faisait... À juste titre, c'est comme ça que j'ai entendu parler de lui, d'ailleurs, au départ. J'avais été tellement moi-même, je veux dire, choqué
d'apprendre que la France s'apprêtait à infliger un cocktail de 11 vaccins, on ne sait même pas pourquoi, aux nouveau-nés, aux bébés, que ça m'a complètement sidéré. Et puis j'ai vu qu'il y avait quand même des savants, des médecins, des scientifiques de haut vol qui s'y étaient opposés, ce qui était tout à fait normal. Et puis, comme la thématique des vaccins, je l'avais abordée en tant qu'éditeur de livres, de manière assez approfondie dans plusieurs ouvrages que j'ai publiés, avec des auteurs qui sont eux-mêmes des chercheurs, je m'étais dit non, il y a quelque chose qui ne tourne vraiment pas rond en France, et heureusement qu'il y a des gens, comme ou d'ailleurs comme le professeur Fourtillan, qui semblait tout à fait compétent pour parler de ça, qui pas signale le danger. Pas un énervé, pas un type excité, non, un type au soir de sa vie, qui a emmagasiné quelques connaissances. Alors, qui n'a rien à gagner, rien à perdre, je veux dire, sur un plan matériel, ce qu'on ne peut pas dire de tous ceux qui sont impliqués dans la propagande pour les vaccins, n'est-ce pas? Il y a manifestement une connexion directe, non entre le vaccin et l'amélioration de la santé, ça n'a pas été prouvé, mais en tout cas, ce qui est prouvé, c'est qu'il y a une connexion directe entre l'administration des vaccins et la santé boursière des entreprises qui vous les donnent. Donc, il se trouve... Vous avez, parce que vous avez cette revue donc, qui paraît le dimanche matin, on s'y abonne. On s'y abonne tout de suite, je le dis, pour la modique somme de 50 €, mais ça vous donnera tellement de joie et ça vous évitera tellement de médicaments, de calmants, ça vous rendra à la bonne humeur que c'est vraiment une somme très très bien placée. Je vous signale. Malheureusement, non. Ça a monté. Ça monte maintenant justement parce que nous avons eu tellement de nouveaux abonnés en 2020 que paradoxalement nous sommes obligés d'être plus chers parce que nous devons changer et de système de diffusion et d'engager du monde pour gérer ça, et puis surtout à la demande d'ailleurs de beaucoup d'auditeurs, enfin des lecteurs, pardon, nous allons mettre à disposition une version audio des articles. Beaucoup de gens n'ont pas le temps de lire, beaucoup de gens n'ont plus la disponibilité visuelle. On est tellement envahi par les écrans qu'ils disent « Ah, si on pouvait seulement vous entendre, si on pouvait vous écouter dans le métro ou dans la voiture, ça nous ferait gagner du temps. » C'est vrai que c'est une longue lecture. Chacun va lire son article. Alors, pas chacun, c'est moi qui lis tous les articles. Ah, c'est vous qui lisez tous les articles. C'est moi qui lirai et vous faites aussi. Oui. Alors, l'abonnement sera à. Il sera 90 € au lieu de 50. Mais on pourra le payer. Vous doublez carrément. Non, c'est pas doublé, mais ce sera payable mensuellement. Au lieu de payer une fois, vous payez 9 € par mois. Très bien. Voilà. Mais vous faites déjà des interviews, enfin pas des entretiens par YouTube aussi toutes les semaines. Alors, c'est un briefing. Pardon. Et vous en avez. Oui, vous en avez consacré un à Hold Up, qui est arrivé là comme un ovni et qui a bien perturbé le paysage médiatique. Oui. Alors, j'ai consacré également, pas seulement le briefing du vendredi soir sur YouTube, c'est un peu l'annonce de ce dont on va parler le dimanche. Oui. C'est comme ça que c'était conçu. Au début, c'était un petit quart d'heure. Maintenant, ça devient une émission à part soi. Mais j'ai donc annoncé dans le briefing que je parlais de Hold Up. J'ai dit que Hold Up était une irruption extrêmement intéressante et importante dans le paysage médiatique et d'une manière générale dans la chronique de ce qui nous arrive en 2020. Et j'y ai consacré aussi un article qui a été beaucoup commenté, beaucoup repris, parce que j'ai estimé, c'est ce que j'ai d'ailleurs dit, que Hold Up, c'était le premier samizdat occidental. Alors, les événements m'ont malheureusement donné amplement raison, parce que manifestement, les gens qui ont participé à Hold Up, donc les scientifiques, les médecins, les anthropologues, les professionnels de la santé ou les philosophes qui ont donné leur avis sur ce qui se passe au réalisateur Pierre Barnérias ont tous fait l'objet d'un ostracisme exactement comme en URSS. Je vous donne un exemple. Bon, le professeur Fourtillan, dont on vient de parler, évidemment, c'est l'internement psychiatrique, procédé très bien connu et pratiqué de nos services du temps
du temps de Brejnev, n'est-ce pas? Le docteur Astrid Stuckelberger, qui est un éminent médecin spécialiste de la santé publique, qui a organisé beaucoup de colloques et de conférences pour le compte des organisations internationales à Genève, eh bien, elle est maintenant blacklistée, comme on dit. On refuse les institutions refusent de collaborer avec elle, non à cause de ce qu'elle aurait dit dans Hold Up, mais à cause du simple fait qu'on y a vu passer son nom. Donc, c'est véritablement... Et le docteur Perron, qui a tous les ennuis du monde. Donc, le simple fait d'avoir touché, d'avoir participé, d'avoir accordé ça, une interview au réalisateur de Hold Up, vous vaut maintenant un ostracisme social. C'est exactement le procédé de l'amalgame totalitaire. On ne se demande pas ce que vous avez dit, on ne se demande pas si ce que vous avez dit, ça illustre la thèse du film, ou si éventuellement c'est la nuance. C'est simplement, vous y étiez. D'ailleurs, au moment où tous ces gens-là ont donné les interviews, ils ne pouvaient même pas savoir ce qu'allait devenir Hold Up. Eh bien, vous y étiez, c'est bon, vous êtes marqués. Donc, nous sommes officiellement, il faut bien le dire, dans un système qui est totalitaire. Vous avez vu d'ailleurs les décisions de YouTube et de Google. Toute allusion aux fraudes électorales américaines sera censurée et toute allusion anti-vaccin sera aussi censurée. Comme ça, c'est clair. Alors, c'est quelque chose qui, effectivement, qui est l'objet de notre attention très constante, c'est-à-dire le fonctionnement réel de ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, vous le savez, et d'ailleurs, selon la loi américaine, le fameux article 230, ce sont des prestataires de services qui, en principe, devraient être neutres. Et ils ont, pour cette neutralité, à cause de cette neutralité, supposée, des avantages fiscaux considérables. En fait, ils agissent en réalité comme des éditeurs, des éditeurs de contenu, c'est-à-dire que les contenus qui leur conviennent, eh bien, ils passent, ou bien ils sont même favorisés par les algorithmes, et les contenus que leurs équipes de surveillance ou de censure considèrent comme inconvenants sont censurés. Autrement dit, YouTube, Twitter, Facebook sont des éditeurs de contenu. Il faut le savoir. D'ailleurs, nous, je veux dire, depuis le début, je les ai toujours considérés comme des éditeurs à qui je confie des contenus, et je veille, à la différence de beaucoup d'autres, je veille à ne pas donner de prétexte à la censure. Je ne suis pas du tout un de ceux qui montrent leur censure comme une légion d'honneur en disant « Regardez, on nous a censurés ». Pas du tout. Moi, je considère qu'il y a une manière de dire les choses, d'abord avec détente et humour, et ensuite en utilisant de tous les procédés rhétoriques que la belle langue française nous a légués, pour faire très bien comprendre ce que vous dites, sans tomber sur les mots-clés qui vont vous faire attraper comme un vulgaire propagandiste ou comme un militant. Je ne suis pas militant, nous ne sommes pas militants, mais nous aimons dire les choses comme elles sont. Vous aimez comprendre le monde. Nous sommes là pour comprendre le monde. L'antipresse, c'est en quelque sorte un monde à livre ouvert, parce que nous nous fondons beaucoup pour comprendre le monde d'aujourd'hui, y compris le monde transhumain, technologique, sur le fond littéraire, sur le fond philosophique que nous avons. Et nous aimons, c'est notre slogan, nous aimons appeler les choses par leur nom. Il faut toujours trouver le nom juste pour les choses, pour rétablir l'ordre du monde. Alors, deux sujets extrêmement importants dans notre monde sur lesquels il est dit beaucoup de bêtises. Vous écrivez, l'intelligence n'est jamais artificielle. Ben non. C'est tellement évident. Mais vous vous rendez compte? Oui, mais ils sont arrivés à nous faire croire que l'intelligence était artificielle. Ben oui, c'est le blanc, c'est le noir, la guerre, c'est la paix, etc. Le froid, c'est le chaud. D'abord, on a un problème. L'amour, c'est la haine. L'intelligence artificielle, d'abord en langue française, personne ne s'en rend compte, mais c'est un anglicisme. En anglais, l'expression artificial intelligence, ça veut dire la collecte de données ou la gestion de données assistée par ordinateur. Oui, c'est pas pareil. Intelligence en anglais ne signifie pas mind, c'est pas l'esprit, c'est pas l'intelligence. Intelligence, c'est simplement la collecte et la gestion de données. D'où intelligence service. C'est le renseignement, si vous voulez. Pardon?
Quel est le mot qui signifie intelligence en anglais? Cleverness? Alors, c'est cleverness, c'est the mind, l'esprit. Mind, ah oui, c'est ça. Okay. Oui, the mind. Mais Okay. intelligence, c'est les services de renseignement, ce sont des intelligence services. Donc, Oui. l'intelligence artificielle, c'est déjà, en français, c'est déjà un de ces anglicismes littéraux qu'on reprend sans s'en rendre compte, comme lorsque les Anglais vous disent eventually, vous traduisez par éventuellement, alors que ça veut dire en fin de compte. Vous voyez? Donc, c'est une paresse mentale. Donc, l'intelligence artificielle, de toute façon, c'est même pas le remplacement de l'esprit, de l'intelligence du cerveau par un clone qui serait informatique. C'est simplement l'ordonnancement des données. Et en français, les technocrates, les transhumanistes, les gens à la mode, vous font croire que parce qu'il y a des ordinateurs qui sont capables de battre des grands maîtres aux échecs, vous allez pouvoir remplacer également le fonctionnement du cerveau. D'ailleurs, on voit très bien que chez eux, l'expérience est en cours. Ils ont vraiment remplacé le fonctionnement de leur cerveau par des protocoles informatiques, et c'est pour ça qu'ils sont absolument stupides et incapables de comprendre le monde dans lequel ils se trouvent. Un autre de vos thèmes favoris, c'est rejoignons le réel et ne restons pas dans le virtuel. Oui. Oui. Vous êtes sans arrêt en train de nous faire respirer le parfum des plantes que vous croisez sur vos sentiers suisses, le toucher du bois, allumer un feu. Vous nous ramenez toujours au réel. Oui. Oui, en fait, c'est très spontané. Je veux dire, quand j'ai lancé l'Antipresse, je venais d'entamer une carrière de romancier. Voyez-vous, mon roman Le Miel venait de paraître. Il marchait très bien. Et je me suis dit, bon, ben voilà, maintenant je suis romancier. Et puis l'Antipresse a commencé à prendre beaucoup d'ampleur, de place dans ma vie. Et puis j'ai compris que c'était une chronique qui était nécessaire pour que les gens aient toujours ce contrepoint chaque semaine à toutes ces bêtises qu'on nous raconte. Et donc, j'ai transféré un petit peu ma démarche d'écrivain, de romancier, dans ce que je fais dans l'Antipresse. Et la démarche de l'écrivain, elle est toujours réelle. Vous ne faites pas de bons romans avec des abstractions, avec des concepts. Vous devez décrire quelque chose qui est vrai, même si c'est complètement imaginaire. Mais vous devez vraiment être... L'histoire du miel, c'est une errance dans votre pays en guerre, autour de la fabrication du miel. Voilà. Et le miel comme passeport qui ouvre toutes les portes, n'est-ce pas? Et pourquoi il ouvre toutes les portes? Parce que même les criminels de guerre, ils ont des enfants qui ont le rhume et qui aimeraient bien avoir une cuillerée de miel. Donc, il y a des passerelles qui permettent de surmonter toutes les dualités, tous les conflits, et ces passerelles sont toujours dans la réalité de la vie. Ça peut être le miel, ça peut être le deuil, ça peut être l'amour, ça peut être la peur. Mais ce sont toujours des sentiments ou des expériences qui sont ancrées dans le réel. La peur fabriquée comme celle dans laquelle nous avons vécu en 2020, qui est fabriquée à partir de modélisation, à partir de projection, c'est une peur qui divise. La peur du cataclysme, la peur de l'inondation ou de la famine, c'est quelque chose qui lie les hommes par quelque chose d'une expérience réelle. C'est pour ça que je mets toujours de l'expérience réelle, que je voyage beaucoup d'ailleurs. Je raconte des histoires depuis les quatre coins du monde dans l'Antipresse. Oui, il y a un pays où vous aimez aller, c'est la Russie. Et comment expliquez-vous cette agressivité à l'égard de la Russie qui est chronique, quotidienne, dans chacun de nos journaux? Ce matin encore, 16 décembre, la Suède réarme une île à cause du danger russe, et bien sûr l'affaire Navalny, ce sont les services secrets russes qui ont tenté d'assassiner ce pauvre homme. Comment expliquez-vous cette espèce de leitmotiv très lassant? Alors, il y a une explication très fonctionnelle, c'est que nous vivons dans un système qui a absolument besoin d'ennemis, mais qui en même temps est très fragile. C'est Orwell. Et il est en même temps très fragile. J'y ai beaucoup réfléchi il y a 30 ans, lorsque la guerre civile en Yougoslavie a commencé, parce qu'à l'époque, on a désigné comme ennemis absolument funestes pour l'humanité les Serbes.
Les Serbes qui étaient dans leurs montagnes là-bas, qui Ouais. sont en tout et pour tout peut-être 10 millions dans le monde, Ouais. étaient devenus des terroristes épouvantables. Ils allaient infecter l'Europe avec leur terrorisme. En fait, cette déviation de l'ennemi servait en fait à masquer l'implantation du véritable ennemi, qui est le terrorisme islamique, en Europe, à partir des régions d'ex-Yougoslavie, en particulier la Bosnie, où ce mouvement, cette mouvance islamiste, djihadiste, fondamentaliste, a été protégée par l'Occident. Donc l'ennemi qu'on désigne, ce n'est jamais l'ennemi réel, il ne vous menace pas. La Russie, on le sait, depuis qu'elle est devenue un État, depuis Pierre le Grand, depuis Nicolas Ier, c'est un État dont une puissance sur la scène internationale extrêmement conservatrice et extrêmement prudente. Elle ne s'est jamais lancée dans des conquêtes outre-mer, elle n'a jamais progressé que par contiguïté territoriale et surtout vers l'Est, en direction de la Mongolie et de la Chine. Donc elle n'a jamais été cette menace, cette déferlante potentielle sur l'Europe qu'on a voulu représenter. Aujourd'hui, vous avez des dangers qui sont beaucoup plus sérieux, notamment l'infiltration, d'ailleurs qui n'est pas cachée, de la Chine partout, avec des moyens qui sont démesurément plus importants. Mais la Chine, on ne dit rien. Aujourd'hui, vous avez un ministre de la Santé, M. Véran, qui fait partie de la fondation, qui est un des lauréats de la fondation des Young Leaders de la fondation France-Chine. Personne dans les médias français ne relève la possibilité que M. Véran ait des conflits d'intérêts avec la Chine. C'est quand même quelqu'un qui a été, dans les quelques Français en 2019, à avoir été mis en évidence, promu par les Chinois. On ne parle jamais de l'influence chinoise. On ne parle que de l'influence russe qui est fantasmée. C'est le moment, Slobodan Despot, d'évoquer l'un des participants à votre journal les plus réguliers, qui est Éric Werner, oui, dont l'un des premiers livres était justement sur la nécessité de bien déterminer qui est l'ennemi. Je ne sais pas si c'était dans le livre L'avant-guerre civile, puisque c'est son grand livre, mais il a toujours insisté sur cette histoire. Si on ne sait pas qui est votre ennemi, on va à la catastrophe. Alors oui, dans l'avant-guerre civile était un livre qui a marqué son époque. Il a été publié au début des années 90, je pense. J'étais d'ailleurs déjà à l'époque l'éditeur de ce livre à l'âge d'homme. Et Éric Werner m'a accompagné dans ma maison d'édition Xenia quand je l'ai créé. Donc ça fait quand même plus de 30 ans que nous collaborons. J'étais encore étudiant. Et Éric Werner est l'un des rares esprits à avoir un point de vue vraiment distancié, vraiment très calme, très serein et très large sur le monde. C'est un vrai philosophe pratique, un philosophe politique. Et ce n'est pas pour rien que sa rubrique à l'Antipresse s'appelle « Enfumage » parce qu'il désenfume. Chaque semaine, il désenfume et de manière non polémique. Il dit voilà comment les choses sont, voilà comment elles ont toujours été, voilà comment on a toujours fabriqué l'ennemi, et voilà ce qu'il en a toujours coûté de désigner faux ennemis, de se tromper de cible. Et ça, c'est quelque chose, je veux dire, quoi qu'il nous arrive aujourd'hui, même la menace transhumaniste, même le coup d'état technologique que nous subissons, eh ben, ça aboutit toujours, en fin de compte, dans les causes ultimes de tout ça, à des passions, des vices et des lieux communs de l'humanité. Il y a toujours un humain quelque part. Même quand vous parlez de l'intelligence artificielle, ben, elle est toujours programmée par quelqu'un pour quelque chose. Elle n'est jamais autonome. Donc, rien ne change. On met du vin vieux dans des outres nouvelles. C'est tout. Vous avez consacré un article très intéressant à ce grand texte de Solzhenitsyn, pardon, Le déclin du courage. Oui. C'est malheureusement une des caractéristiques de notre temps. C'est une caractéristique très profonde et ce qui me fascine beaucoup, c'est qu'il y a longtemps que ça nous a été annoncé. Alors, Solzhenitsyn, c'est le fameux discours de Harvard en 1977. Mais 30 ans plus tôt, 35 ans plus tôt, vous aviez une magnifique conférence qui est devenue un livre du grand écrivain britannique C.S. Lewis, l'auteur des Chroniques de Narnia, de la fameuse littérature pour la jeunesse, qui était un grand chrétien aussi, un grand témoin.
C.S. Lewis, dans L'abolition de l'homme, disait attention, l'éducation que nous avons mise en place, qui est une éducation rationaliste qui prétend séparer l'esprit du cœur et de l'âme, c'est une éducation qui va faire ce qu'il appelait des hommes sans colonne vertébrale. On va fabriquer des générations d'humains qui n'auront d'humain que l'aspect. Ils n'auront pas de cœur, ils n'auront pas d'âme, ils ne sauront pas pourquoi se sacrifier et ils vont vivre dans la trouille permanente pour leur propre petite vie. C'est exactement, je veux dire, la psychose dans laquelle nous vivons aujourd'hui ne pourrait pas fonctionner si nous avions des gens qui savent ce que c'est que la vie et la mort. Ils ne le savent pas, donc ils ont peur de tout. Oui, ça, l'éternité, la vie après la mort, c'est pas une question fréquente dans les dîners en ville. D'ailleurs, il n'y a plus de dîner en ville, c'est vu. Non, il n'y a plus de dîner en ville, c'est sûr. Il y a deux nouvelles, je voudrais terminer cette émission par deux nouvelles assez étonnantes. La première qui est tombée ce matin, Viktor Orban a choisi comme ambassadeur à Paris le petit-fils de l'empereur et de l'impératrice d'Autriche, Habsbourg. Votre réaction? Bah, écoutez, ça doit être un petit peu une facétie, une provocation de sa part, n'est-ce pas? Moi, je pense que c'est une claque au régime des républicains français quand même. Puisque oui. C'est la République française qui les a tués. On vous renvoie à Habsbourg, c'est fantastique. Oui, il y a une sorte de guerre, une guerre un petit peu ironique d'ailleurs. Oui. De Orban contre tout l'environnement idéologique de l'Union européenne et en particulier contre cette idéologie, ultra-républicaine, ultra-rationaliste. Et ça me rappelle les propos d'ailleurs d'un grand philosophe hongrois, puisque nous parlons de la Hongrie. Il y a eu un grand philosophe en Hongrie qui s'appelait Béla Hamvas. Malheureusement, Béla Hamvas, il n'y a qu'un tout petit livre de lui qui a été traduit en français, qui s'intitule d'ailleurs Un bréviaire pour les athées ou la philosophie du vin. Il pense qu'on ne peut pas être athée et apprécier le vin en même temps. Et Béla Hamvas écrivait, qui était un philosophe, mais un philosophe d'inspiration chrétienne, qui a écrit une œuvre considérable sous le communisme en ne s'attendant même pas à être publiée. Béla Hamvas disait que de toutes les mauvaises religions, l'athéisme, c'est la pire. Et quand vous vivez sous régime d'athéisme officiel, comme c'est le cas en France, eh bien, vous vivez sous la pire des religions. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a l'impression de l'extérieur, depuis nos montagnes suisses, par exemple, que le pays voisin est une espèce de théocratie, mais une théocratie à l'envers. C'est-à-dire un pays qui ne vit que sur des dogmes, des abstractions, des commandements, des conditionnements comportementaux, exactement comme s'il était géré par une secte. Est-ce que vous pensez que les gènes d'un peuple ne se changent pas si facilement, que par-delà les siècles, un peuple a une identité que l'on peut difficilement altérer, sauf évidemment par métissage ou par vaccination forcée? Oh, alors, d'abord, je ne sais même pas si la vaccination forcée peut altérer cela. Je pense que c'est vrai. Mais je pense aussi que la latence, l'inertie des peuples, l'inertie des valeurs, des mentalités, c'est ce qui a toujours posé problème aux révolutionnaires depuis 1789. On a toujours voulu casser ça. On a toujours voulu... D'ailleurs, les procédés ont toujours été les mêmes. Et faire éclater la famille, faire dissocier les gens dans leurs relations organiques, relations d'amour, d'amitié, de voisinage, casser le système de valeurs, casser les hiérarchies héritées et traditionnelles et leur faire perdre la mémoire pour obtenir un humain qui est en quelque sorte atomisé et complètement délié de tout ce qui le fait, de tout le humus, de tout le terreau sur lequel il a poussé. Mais jusqu'ici, où que ce soit, où qu'on ait tenté, ça n'a pas marché. Donc forcément, nous traversons une période bizarre, difficile et complètement folle d'ailleurs. Je veux dire, on voit que les gens qui gèrent cette espèce de nouvelle révolution, ce qu'ils appellent la 4e révolution,
et industrielle, mais qui est en fait la 4e tentative de révolution anthropologique, eh ben, ces gens ont des regards hallucinés, ont des propos incohérents, et on voit très bien qu'ils sont fous. Je veux dire, ils sont fous. Moi, je ne peux pas les voir. D'abord, je ne regarde pas la télévision, mais je les vois quelquefois sur Internet. Quand je vois leurs conférences de presse ou leurs propos, quand je vois comment ils regardent leurs chaussures ou comment ils regardent de côté quand ils essayent de vous dire comment vous devez vous comporter, je me dis, mais on a affaire à des vrais fous. Ils vont éclater dans leur tête. Voilà. Deuxième bonne nouvelle, toujours ce jour, une famille française, 6 enfants, a participé à une émission qui s'appelle « La France a un incroyable talent ». Elle a chanté que des chants, soit de l'époque baroque, soit des chants religieux. La dernière compétition, elle a chanté 2 chants de Noël, dont Douce Nuit, ce qui est tout à fait normal. Nous sommes à 10 jours de Noël. Et elle a gagné le prix, 100 000 € tout de même. Elle a gagné le prix, c'était le public qui votait, contre des gens, des artistes assez étonnants d'ailleurs, merveilleux, mais la plupart d'entre eux n'étaient pas français. La plupart d'entre eux véhiculaient un message idéologique bien typé, soit le métissage, soit l'homosexualité. Et voilà que cette famille catholique versaillaise ramasse la mise, gagne, parce que c'est un vote de la France profonde. Vous me demandez ce que ça m'inspire? Ou révélateur. Oui, non, mais révélateur de... Quand on donne la parole au peuple, c'est autre chose que les médias, finalement. Eh bien, ça m'inspire. Oui, la conclusion, on va changer le principe de vote pour l'édition de l'année prochaine. On laissera plus... Ben, oui, mais écoutez, nous vivons... j'appelle ça du cerveau lavage de cerveau. Moi, j'aime bien mettre, je mets dans l'antipresse, dans mes textes, beaucoup de néologismes que j'invente les mots dont j'ai besoin. Oui. Alors, le cerveau lavage, c'est ça, c'est-à-dire que vous matraquez tellement les esprits avec des idées, des valeurs, des réalités marginales, qu'à force de matraquage, finalement, ils ont l'impression que c'est ça qui est central. Mais toutes ces choses sont marginales. Dans les pays, quels qu'ils soient, la plupart des gens ont envie d'être entre eux, ils ont envie de vivre en sécurité, ils ont envie de faire des enfants entre un homme et une femme. Je veux dire, l'autre option, qui est cette option de la complète diversité sexuelle, elle n'est viable dans le temps que si toute la reproduction humaine devient une affaire d'incubateurs, d'industrie et de pharmacie. Donc, malheureusement, ici encore, on se heurte à cette stupide barrière de la nature. Et la victoire de cette famille versaillaise, c'est encore une fois une manifestation de la stupide barrière de la nature qui fait que les 95% de l'humanité pensent à rebours de ceux qui essayent de nous laver les cerveaux. C'est simplement ça. Est-ce qu'il n'y a pas non plus une bonne nouvelle par cet exploit de la famille Lefebvre? C'est qu'en fait, trop de propagande tue la propagande. Ah ben écoutez, on a vu ça en URSS, vous savez. J'ai connu, je suis né d'abord dans un pays socialiste, je suis né en Yougoslavie socialiste, qui était une version un peu soft. On pouvait quitter le pays, d'ailleurs c'est ce que mes parents ont fait, mais c'était quand même un régime idéologique avec la propagande, etc. J'ai connu les pays de l'Est avant la chute du mur de Berlin. J'ai beaucoup lu, j'étais l'éditeur et traducteur de Zinoviev. J'ai baigné dans l'univers de la propagande. Et à chaque fois, il y a un point où le système, à mesure qu'il perd de sa crédibilité, il augmente, il fait toujours plus du même. Il augmente la quantité de sa rhétorique, il ne la change pas. Donc, il devient de plus en plus invraisemblable. Et au moment où les gens comprennent, parce qu'il faut quand même beaucoup de temps pour que la masse comprenne que c'est vraiment tout du pipeau, au moment où ils comprennent, ils développent des anticorps, ils développent l'ironie. Ils se réunissent dans les arrière-cuisines. Ils disent oui, on ne peut pas résister au système parce que c'est un système policier. Et en France, vous avez un système policier.
on ne peut pas s'y opposer frontalement, mais on va dire oui, d'accord, c'est bon. Et puis en coulisses, on fait autrement. Comme dans le vol au-dessus d'un nid de coucou, vous avez parlé du nid de coucou, on vous donne des petites pilules tous les matins pour vous calmer et vous faire tenir tranquille, vous les mettez dans la bouche, puis quand l'infirmier ne regarde plus, vous la recrachez. Et c'est ce que fait aujourd'hui la population. Elle recrache la pilule sans qu'on la voie. Vous voyez ? Merci beaucoup pour ce mode d'emploi à l'avenir, recracher la pilule. Slobodan Despot, ça me paraît une excellente conclusion. Merci beaucoup, Slobodan Despot, et chers amis de TV Liberté, dépêchez-vous et abonnez-vous à l'Antipresse. Je peux vous dire que antipresse.net. Antipresse.net. Votre journée et votre semaine en sera éclairée. Merci beaucoup, Slobodan. À très vite. Merci, Anne. Merci de cet entretien. Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir ce matin Jean Descartes. Bonjour Jean. Bonjour Anne. Nouveau livre de Jean Descartes est toujours un bonheur. Celui-ci, qui a un titre triste, des couples tragiques de l'histoire, chez Perrin, vous nous offrez un survol de combien de couples, Jean ? 14. 14 couples de ce siècle, mais vous commencez beaucoup plus tôt, puisque le premier, c'est Inès de Castro, oui, au XIVe siècle. Le roi du Portugal, dont nous allons parler tout de suite. L'intérêt de vos livres, c'est outre la plume, c'est la richesse des portraits, la richesse psychologique des portraits, et aussi le paysage politique, historique et politique. Et on apprend 1000 choses, parce qu'on a quand même pas beaucoup de raisons de savoir qui était Zog Ier, le roi d'Albanie. Marie Walewska, je ne savais pas combien elle avait aimé Napoléon et combien Napoléon s'était servi d'elle. Je ne connaissais pas Liliane de Réti, la deuxième épouse de Léopold de Troyes. Enfin, on apprend beaucoup de choses. Mais ce qui m'a frappé, c'est que ce livre contredisait un petit peu la célèbre citation de Corneille « Pour grands que soient les rois, ils sont ce que nous sommes ». Pas tout à fait, je trouve. Ils ont infiniment moins de liberté et infiniment plus de devoirs que nous. Les souverains ont des devoirs, c'est la première chose qu'il faut retenir. Ils sont là pour ne pas décevoir, ils sont là pour essayer de satisfaire, de répondre. Ils n'ont pas du tout de privilèges. Ceux de la couronne, du spectacle, évidemment, mais ça c'est un faste que le peuple doit aimer et qu'il attend toujours. Dans tous les régimes d'ailleurs, on aime des défilés, on aime une garde, on aime une propriété, on aime une fête nationale, etc. C'est tout à fait normal. Est-ce qu'on peut faire la comparaison avec la richesse des églises ? Oui, absolument. Tout à fait. Notre religion a besoin du faste de l'église, absolument. Et de même les monarques ont besoin d'un faste. Oui, absolument. Et alors dans l'exemple britannique qui est le plus grand spectacle monarchique du monde depuis la reine Victoria, on peut dire, qu'il avait été avant, mais depuis la reine Victoria, la population est absolument éblouie et attachée à toutes les formes, quelles que soient les périodes difficiles, dures, en ce moment, etc. Bon, donc c'est très important, on aime une certaine représentation du pouvoir, dont le souverain, qui, à la différence des présidents, incarne souvent un passé et un futur, par définition, avec son héritier, etc. Donc alors qu'un président républicain ne représente qu'un instant T. Oui, c'est ça. Il est de passage. Et donc l'avenir et le passé sont incarnés par des souverains. Je pense souvent à une reine qu'on oublie en Europe, qui est la reine Margrethe de Danemark, qui règne tout de même depuis 1972, qui est une femme très
très, très impressionnante parce qu'elle est immense, très grande. Elle a eu l'extraordinaire bonté de me recevoir à Copenhague et on m'avait averti, si Sa Majesté est heureuse de vous recevoir, elle vous proposera de vous asseoir tout de suite, sinon, et ça se passe avec son Premier ministre, quand on n'est pas content, vous resterez debout. Dieu merci, la reine Margrethe m'a dit de m'asseoir tout de suite. Bon, et elle a été très drôle et adorable puisqu'elle a traduit notamment Simone de Beauvoir en danois. Oui. Voilà. Et c'est une femme qui incarne le pouvoir d'une façon discrète depuis 1972. C'est la deuxième reine. Ça fait presque 50 ans. Voilà, en Europe. Oui, non, c'est sûr. Alors, cette raison d'État qui est inenvisageable pour des jeunes d'aujourd'hui, qui fait que, eh bien, le sujet de l'infante, qui est la pièce de théâtre de Monterland, qui est l'histoire réelle d'Inès de Castro, oui. C'est inenvisageable aujourd'hui. Alors racontez-nous l'histoire de Inès de Castro. Disons, pour résumer, une princesse espagnole épouse un prince, un souverain, enfin, entre les deux, au Portugal, à l'époque où l'Espagne unifiée n'existe pas. Il y a la Castille, l'Aragon, etc. Mais le Portugal est déjà très avancé, y compris dans ses conquêtes maritimes. Oui. Bref, le roi du Portugal trouve que sa belle-fille, espagnole, nous dirons pour comprendre, prend un peu trop d'importance à la cour, qu'il voit un petit peu s'hispaniser, si je puis dire. Donc, il l'a fait assassiner. Son fils est absolument effondré, même s'il y avait des nuages dans sa vie. Et il va se venger d'une façon absolument incroyable et qui est stupéfiante. Quand j'étais au Portugal pour voir le résultat de sa vengeance, c'est absolument inouï. Il a fait organiser une procession extraordinaire et bien après l'assassinat de son épouse, il a obligé certains C'était une épouse morganatique, c'était pas une épouse... Absolument. Il a obligé une partie des assassins qui étaient encore vivants à baiser la main du cadavre après des... Il installe sa femme sur un trône, avec sa couronne. Elle règne et elle est morte. Et la main. Vous imaginez l'état du corps, on ne va pas entrer dans le détail, c'est absolument hallucinant. Et avec cette volonté que les deux gisants soient côte à côte et qu'au jour du jugement dernier, quand ils se releveront, ils se regarderont et ce sera un regard d'amour. Oui, c'est absolument fantastique. Oui. Alors la pièce de Monterland a été créée en 1942, ce qui a été un autre événement dans l'événement. Il faut bien le dire. La Reine morte, c'est une histoire unique dans le macabre, dans la vengeance. Dans l'exigence, la célèbre réplique « Je vous reproche de ne pas être à la hauteur où je respire », dit le roi à son fils, et en prison pour médiocrité. Pour médiocrité, c'est une fameuse phrase de Monterland. Vous commencez donc très fort. Et puis bon, la raison d'État, eh bien, c'est aussi le drame du chat d'Iran qui doit quitter Soraya, qu'il aimait. Il n'y a pas d'héritier. Parce qu'elle n'a pas d'héritier. Elle n'a pas d'héritier. Et c'est une phrase terrible. Alors, l'errance du chat, il faut bien dire que l'État français et l'Occident, de façon générale, se sont déshonorés au moment où le chat a été chassé par la Révolution. Il est parti très malade, Chabanou. Un président de la République qui n'était plus à l'Élysée, mais qui vient de nous quitter récemment, n'a pas été très brillant dans cette affaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a surnourri Khomeini, et il a ramené Khomeini en Iran. Je rappelle qu'au moment où la Chabanou et le Shah quittent Téhéran dans les conditions que l'on sait, où il y a encore des personnages qui baisent les pieds du souverain qui part, qui a fait passer ce pays de la Perse à l'Iran, mais sans l'islam, ce que les musulmans ne pouvaient pas supporter. Alors que la Chabanou était de religion musulmane. Absolument. Elle l'a gardée jusqu'au bout. Donc, un ayatollah s'agitait dans les ministères de Téhéran déjà investis en hurlant « Je ne veux pas de femme nue dans les ministères ». Ce qu'il appelait une femme nue, c'était une femme non voilée. Ça, c'est sûr. On voit très bien... La nudité commence très tôt. C'est pour ça que je porte des trucs manches longues. La vie du chat est très
très impressionnante. C'est un homme de travail, c'est un homme de... Oui. C'est un homme d'une grande énergie, d'une grande efficacité. Oui, parce que le passage, n'est-ce pas, il y avait eu l'exemple de son père, passer de la Perse à l'Iran, c'est quand même très, très difficile. Ouais. Un grand travail, le drame intime, le drame conjugal, c'est ce que j'évoque dans ce livre, c'est les raisons personnelles qui mettent en péril un chef d'État, un souverain, un prince, un roi, un empereur, etc., qui viennent fracasser un destin. Alors on n'a pas compris du tout en Europe ce sacre somptueux. Non, et mais les fêtes de précipité. Tout le monde s'est précipité, mais les journalistes bien gauchistes, ils sont allés de leur fiel. Mais les fastes de l'Orient, ça n'est pas une phrase. Non, ça existe toujours. Ça existe. Et là, c'était la Perse sans l'islam, bien sûr. Donc c'était un crime pour la génération des ayatollahs et des musulmans. Et puis évidemment, le Shah avait contre lui et les communistes qui ne voulaient pas d'un roi et les islamistes qui n'en voulaient pas non plus puisqu'il était libéral et puis nos amis américains qui ne voient aucune monarchie d'un bon œil, il faut bien le dire. Ils sont là en embuscade derrière chaque monarque de ce livre. Oui, absolument. D'ailleurs, le président Gérald Ford et le président Giscard d'Estaing, dans ce sommet de la Martinique, dans une piscine avec une fameuse photo, ont décidé le lâchage du Shah après lui avoir vendu tout ce qu'on pouvait. Oui, c'est ça, avoir exploité. Puis il faut dire aussi qu'il voulait que le pétrole revienne aux Iraniens. Parce qu'il y avait le contentieux avec les Britanniques aussi. Que les royalties diminuent, ça c'était pas tolérable non plus. Il y avait un parfum de pétrole. Un parfum de pétrole, comme vous dites. Et vous rendez hommage à Monsieur et Madame Sadat, les Égyptiens qui sont les seuls à avoir... Il y a eu des gens qui se sont bien comportés. Henry Kissinger, David Rockefeller aussi. Oui, Rockefeller, et le président et Madame Sadat qui ont été d'une dignité, d'un courage et d'une élégance admirable. Parce que autre effroyable... obstacle pour ces monarques, c'est quand ils sont chassés de leur trône, ce sont des exilés qui n'ont plus une terre pour les accueillir. Oui, c'est horrible. Et le XXe siècle est un moment d'exil répété, permanent, des peuples, des monarques. Mais les peuples, finalement, trouvent un sol dans lequel se réenraciner. Les monarques, non, ils sont chassés. La vie du Shah est c'est un homme malade. Qui travaillait beaucoup, qui a fait beaucoup pour l'émancipation des femmes, à commencer par le couronnement de Farah, la première et la seule impératrice d'Iran, qui a fait beaucoup pour l'éducation et le libéralisme des épouses, des femmes en Iran. Il faut quand même voir, surtout quand on pense à l'état actuel du pays, dans cette terreur bien connue, quel progrès, si j'ose dire. Bien sûr. Alors il y a un autre couple qui va être renvoyé en exil de façon honteuse. C'est l'empereur Charles et Zita et l'impératrice Zita de Habsbourg, auquel vous avez consacré de beaux livres. Alors là, c'est la tragédie à l'état pur. C'est la tragédie de l'ingratitude, parce que l'empereur Charles, le petit-neveu de François-Joseph, n'a pas déclaré la guerre, il est obligé de l'assumer. Ce n'est pas du tout un lâche, c'est un homme qui a compris tout de suite que l'Autriche allait perdre, et que ses alliés, son allié, l'Empire allemand, allait perdre aussi. Donc, il essaye de négocier une paix séparée, pour résumer. Avec la famille Bourbon-Parme. Voilà, avec les Bourbon-Parme, avec, évidemment... immédiatement, les républicains comme Clémenceau et tout ça ne veulent rien devoir à un Bourbon et à un Bourbon-Parme et à un Habsbourg, et veulent l'écrasement, etc. Ils veulent l'écrasement, ils veulent la fin de l'Empire austro-hongrois, parce que c'est vrai que ça vous a quand même une autre allure que la République de Clémenceau. Oui, absolument. Et puis, petit brin de jalousie. Petit brin de jalousie. Et puis, en plus, si vous voulez, le courage de l'impératrice Zita, que j'ai eu l'honneur d'être accueilli par Sa Majesté après 65 ans d'exil, la veille de son retour à Vienne, bien, ce qui est très important à dire, c'est que
Zita a continué au moment de la Seconde Guerre mondiale à alerter les Américains sur le fait que Staline allait démanteler l'Europe centrale, son ancien empire, et que ça allait devenir communiste, et que ça allait commencer. Donc elle a mené un combat jusqu'au bout, alors qu'elle avait 80 ans. Ce qui me frappe aussi, c'est l'intelligence politique de ces altesses féminines. D'abord parce qu'elles viennent de familles elles-mêmes engagées dans la politique. Si elles ne sont pas altesses, elles sont femmes, elles sont filles d'ambassadeurs. Elles parlent plusieurs langues. Ayant voyagé dans tous ces pays. Vous savez, c'est l'occasion de rappeler que la Rome antique romanesque est tellement utilisée. Sissi, Élisabeth d'Autriche, à laquelle j'ai consacré beaucoup de travaux, avait dit, parce qu'elle voyageait partout dans toute l'Europe, elle avait dit en 1890... l'orage européen éclatera dans les Balkans, c'est-à-dire qu'elle annonce Sarajevo avec 24 ans d'avance. Oui, je me souviens très bien de cette phrase dans votre livre. Elles servent leur peuple. L'impératrice, la reine d'Italie, qui a régné si peu de temps. La reine de Mai, Marie-Josée, que j'ai connue, qui était une femme remarquable, de talent et d'élégance. Alors là, c'est terrible parce que... malheureusement complètement... qui tombe dans une époque terrible. Terrible, et surtout, son beau-père, Victor-Emmanuel III, a abdiqué trop tard, sinon la monarchie pouvait rester en Italie. On sait qu'au moment du référendum de 1946, il y a eu sans doute des fraudes, mais la reine Marie-Josée, avec beaucoup d'allure, j'ai eu l'honneur d'être reçu par elle. Elle faisait partie d'un jury du prix Historia, et c'était une grande lectrice. Et j'ai revu récemment la princesse Marie-Gabrielle, sa fille, qui vit en Suisse et qui a des archives absolument fascinantes sur les relations secrètes germano-italiennes. Tout est à dire là maintenant. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Mais les archives sont fabuleuses. Le référendum n'était pas du tout désastreux pour le roi. Non, pas du tout. Il s'en est fallu de peu, mais son père a abdiqué trop tard, donc le régime était un peu trop compromis, l'occasion des règlements de compte, évidemment, les mouvements communistes... Et puis là encore, les communistes ne veulent pas d'un roi, et les alliés non plus. Donc on a quand même le même schéma dans beaucoup de pays, c'est hallucinant. Que les États-Unis sont assez vexés, parce que finalement, il y a des gens qui existaient avant eux, sur le plan dynastique. Beaucoup de gens même. Beaucoup de gens. Et très civilisés. Et ils sont nés, tout de même, les États-Unis, grâce à un mauvais souverain britannique, si je peux dire, il pourrait s'en soutenir. Et à l'argent d'un mauvais souverain français. D'un mauvais souverain français à qui ça a coûté très cher à tout point de vue. Cher, évidemment. Alors, le rôle des reines, qui est étonnant, elles aident leur peuple, elles le soignent, elles vont, pendant la guerre, elles vont... visiter les hôpitaux et prendre part aux soins, soutenir les malades. Marie-Josée fait vraiment beaucoup de choses. Marie-Josée fait beaucoup de choses, est une femme dévouée, dédiée au peuple, ce qui est d'ailleurs exactement le cas de la reine Elisabeth II actuelle, qui a dit le jour de sa majorité en Afrique du Sud, que ma vie soit longue ou courte, je serai à votre service jusqu'au bout. C'est assez formidable, on n'entend pas beaucoup de présidents de la République pouvoir prononcer ce type de serment. Non. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est le cas, si vous le permettez, de la fatalité. Il y a un couple que je trouve particulièrement tragique, pathétique, c'est le cas de Léopold III. Léopold III avait épousé cette princesse de Suède, Astrid, d'une grande beauté. Et un jour de l'été 1935, ils sont en vacances en Suisse, à un instant d'inattention, alors qu'il conduit, le chauffeur est derrière, il veut regarder l'itinéraire sur la carte qui est sur les genoux de son épouse. Et on sait que c'est un accident épouvantable. Donc, pour l'opinion, comme c'était lui qui conduit, il tue la mythique reine Astrid. Si belle, cette princesse venue de Suède, du Nord, etc. Bon. Et c'est effrayant parce qu'arrive donc la Seconde Guerre mondiale, l'occupation par l'Allemagne à nouveau, comme en 1914, de la Belgique, et son abdication, et un coup de foudre qui choque,
parce que en pleine guerre, il tombe amoureux de la fille du gouverneur de Flandre occidentale, Liliane de Réty. Comme si pendant la guerre, voilà. les amours ne devaient s'arrêter. Comme si s'était rien passé pendant la guerre, oui. Et il l'épouse et un archevêque révèle ce mariage qui choque, parce que non seulement il a tué Astrid, mais il ose épouser une autre. Et c'est absolument terrible. Ils ont eu des enfants. Il y en a un que je connais, la princesse Esmeralda de Belgique, qui est une femme tout à fait charmante. Et c'est terrible parce que c'est une blessure épouvantable qui mêle des idées de lâcheté, de collaboration, mais surtout c'est une histoire d'amour. Bref, il n'avait pas le droit d'être amoureux une deuxième fois. Non. Ouais. On exige beaucoup. C'est toujours la même phrase. Voilà. Les rois ne sont pas ce que nous sommes. Non. On exige davantage d'eux. Il y a un couple étonnant, c'est le roi Zog Ier et la comtesse Apollonie. Oui, alors j'ai voulu alors l'Albanie, nous sommes en Albanie. Parce que l'Albanie est un de ces pays, un de ces confettis balkaniques, comme on disait. C'est un pays tout à fait digne de la Veuve Joyeuse, comme le Monténégro. C'est une opérette de Franz Lehár, sauf que ça se passe très mal. Parce qu'aujourd'hui, si vous franchissez les limites du droit maritime albanais, vous êtes flingué à vue. Moi, j'ai navigué là, on m'avait bien prévenu. C'était du temps du dictateur Enver Hoxha, il fallait passer au large. Il y a un certain... Des clients d'un grand club de vacances qui ont été massacrés parce qu'ils étaient passés un peu trop près des côtes. Mais ce qui est intéressant, c'est que la reine des Albanais, Géraldine Apponyi, a une mère américaine et par son père, elle est apparentée aux Habsbourg. C'est un mélange absolument extraordinaire. Elle est très belle, très méconnue. Polyglotte, elle aussi. Polyglotte, beaucoup d'allure. Et dans ce pays étonnant que, évidemment, tout le monde veut récupérer, à commencer par Mussolini. Évidemment, sur la côte adriatique, c'est très, très tentant. Le terrain de l'Albanie, le pays des aigles, qui est très, très mythique. Et j'ai trouvé que le destin, notamment de Géraldine, avec ce prénom très européen, était très émouvant. J'ai connu son fils. Et son petit-fils a pu revenir en Albanie aujourd'hui après la dictature, parce qu'Enver Hoxha était quand même un cas particulier. Il ne se voulait aligner ni sur Moscou ni sur Pékin, mais il tirait sur tout ce qui bougeait. Et si vous voulez, l'Albanie aujourd'hui, comme la Roumanie, se souviennent qu'elles ont été des monarchies et avec de grands souverains. Ça, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose, oui. Mais ce qui est étonnant aussi, c'est... géographiquement, vous montrez que on a l'habitude de penser que les Italiens sont chez eux, les Autrichiens sont dans leurs montagnes. Pas du tout. Les Autrichiens sont en Italie. Ils ont des maisons. Ils ont des maisons dans la baie de Naples, divine. L'Adriatique, en plus, alors l'Adriatique est un terrain de convoitise absolument extraordinaire. Il y a une chose qu'on peut rappeler. Quel était le plus grand souscripteur étranger d'action du canal de Suez au moment de son inauguration? C'était l'empereur François-Joseph, parce qu'il avait vu que l'Adriatique allait à la verticale sur le canal de Suez. Et donc, ça allait être une aventure fantastique, avec un débouché maritime. Donc, effectivement, tous ces pays où l'Italie se croyait riveraine chez elle, etc. Enfin, tout le problème des Balkans, au sens large. Et vous nous montrez que la famille d'Umberto, les rois d'Italie, sont enterrés à l'abbaye de Hautecombe. En Savoie, Je suis vite allé voir sur Internet où c'était, sur le lac du Bourget. Absolument, et heureusement, et comme je le rappelle, depuis 2001, le Parlement italien a enfin abrogé la loi d'exil interdisant aux représentants de la maison souveraine de venir sur le territoire italien. Il faut quand même avoir de la mémoire de temps en temps. C'est intéressant ce que vous rappelez, parce que à Rome, on ostracisait les gens, c'est-à-dire on les exilait, mais c'est quand ils avaient fait quelque chose de très très grave. Absolument. Or là, les rois n'ont rien fait de mal. Ils ont servi leur pays, mais la République les expulse. Et en leur volant tous leurs biens. Bien entendu. C'est quand même... je veux dire, on est dans une inélégance, dans une grossièreté, on est dans une taverne de voleurs. Oui, et je pense que les jalousies sont encore plus excitées lorsqu'il y a une femme intelligente et jolie qui a du charme autour. Oui, ça pour un républicain, ça va pas. Oui, voilà, ça fait beaucoup. C'est pas supportable.
Autre personne que vous évoquez très joliment, c'est Marie Walewska. Alors là, c'est une sa vie est quand même très triste. On l'a mariée avec un homme de 70 ans, ce qui est déjà, elle a 18 ans ou 19 ans. Enfin, je n'ose pas envisager l'intimité. Mais Marie Walewska m'a toujours ému parce que cette Polonaise a compris, a pressenti que Napoléon pouvait donner un grand destin à la Pologne. Ça se limitera, si je puis dire, au Grand-Duché de Varsovie. Ce qu'il n'a jamais voulu faire. Voilà. Il n'a jamais voulu donner de grand destin à la Pologne. Il tombe vraiment amoureux d'elle. Et pour résumer, lorsqu'il est à Fontainebleau, qu'il a fait ses adieux, qu'il a tenté de se suicider, Marie Walewska est venue, a essayé de le voir, etc. Elle lui avait donné un fils. Et ce qui est très beau, j'ai concentré cette histoire sur ce qui se passe à l'île d'Elbe, où j'ai fait beaucoup de recherches. Et c'est très émouvant. Marie Walewska obtient l'autorisation d'aller à l'île d'Elbe, oui. Et il faut voir les conditions de l'époque, de 1815. C'est pas une demi-portion. Non, non. Et elle y va, elle arrive la nuit, il y a une agitation. Et la communication de l'époque étant ce qu'elle est, on pense que c'est l'impératrice, que c'est Marie-Louise. Et on pense que l'enfant qu'elle tient, c'est évidemment l'Aiglon. Ouais. Non. Marie Walewska est venue avec le fils qu'elle a eu de Napoléon, fils adultérin, nous dirons. Elle ne ment pas à tous les gens, elle dit « c'est mon fils ». Et c'est vrai que c'est son fils. Vrai, oui. Et c'est très beau parce qu'elle a eu un courage fantastique pour venir, et c'est là où on s'aperçoit que vraisemblablement, ça a été pour Napoléon un grand amour, et non une passade, et elle est venue le lui rappeler. Et c'est très émouvant, parce qu'en plus, ce paysage de l'île d'Elbe n'est pas facile à aborder, les conditions de l'époque, la surveillance des Anglais, etc. Ce qui est très amusant, c'est que les Britanniques se sont amusés de cette amourette de l'empereur, et n'ont pas pensé qu'il allait pouvoir débarquer peu de temps après, et revenir. Non, en tout cas, qu'est devenu ce fils, alors ? Napoléon Bonaparte. Il a eu une descendance, et il y a eu un comte Walewski qui était ministre des Affaires étrangères de Napoléon III. C'est ça. Et qui a inauguré le Quai d'Orsay à Paris en mars 1856 pour la conférence de Paris après la guerre de Crimée. Ça, c'est une jolie histoire. Et puis alors, vous m'avez fait découvrir 1000 choses sur le duc et la duchesse de Berry. Une sainte femme, cette duchesse de Berry. Alors, énergique. Oui, alors j'aime beaucoup la duchesse de Berry, qui est une sorte de Marie Stuart française. Oui. C'est-à-dire, alors moins jolie sans doute, on l'appelait la jolie laide, elle n'est pas très grande, mais elle a un panache, un tempérament fantastique. Alors, son problème, c'est que son mari est assassiné, nous sommes en 1820, par un bonapartiste, Louvel, au sortir de l'opéra qui se trouvait à l'endroit actuel de la rue de Richelieu. C'est une histoire d'amour, il s'aime. Il s'aime. Mais ça ne l'empêche pas de collectionner les conquêtes. Et les enfants naturels. Et sur son lit de mort... Sur son lit de mort, il lui avoue tous les enfants qu'il a eus. Et il lui recommande de s'en occuper. Voilà. Et elle va être formidable. Et puis alors, la phrase que vous citez, qui est absolument terrible, après la mort, il y a 20 femmes de Nantes qui viennent et qui disent « Nous avons eu des enfants du duc de Berry. » Oui, c'est épouvantable. Et il était resté 8 jours à Nantes, et elle dit « Oh, ça ne m'étonne pas. Oui, » ça ne la perturbe pas. Le ratio du temps permettait d'avoir plusieurs aventures. Alors, là où elle est fascinante et devient une héroïne à la Walter Scott, c'est qu'en n'aimant pas la branche d'Orléans et Louis-Philippe, elle essaye de rétablir le trône des Bourbons parce qu'elle accouche de ce qu'on appelle l'enfant du miracle, qui fait rire beaucoup de gens, le futur duc de Bordeaux et le futur comte de Chambord. Et là, elle commet une erreur politique terrible, c'est que la Vendée de 1832 n'est pas la Vendée de 1793, et que donc son aventure pour la bonne raison bonne raison qu'ils ont tous été tués et que c'était un nouveau peuple. Évidemment, c'est une nouvelle génération. Ouais. Mais alors, elle se trompe tout le temps. Elle rate ses opérations, ses conspirations, mais elle a un charme fou, cette jolie laide, et elle a jusqu'au bout du panache. Et ça, j'aime beaucoup. Elle a une énergie fantastique. C'est l'une des premières à monter à Califourchon à cheval. Oui, ce qui ne se faisait pas. Elle va se baigner à Dieppe, qui n'est quand même pas la Méditerranée ni l'Adriatique. Elle avait une énergie formidable. Ouais. Elle avait été une amoureuse. Elle adorait le duc de Berry. Et c'est une aventurière un peu folle, mais fascinante, parce qu'elle n'était pas
géniarde, elle ne se plaignait jamais. Non. Quand elle se trompait, on lui faisait payer ses erreurs, mais elle ne se plaignait pas. Elle ne disait pas c'est la faute des autres. Il n'y en a aucune qui se plaigne dans votre livre. Non, elles sont parce que je n'aime pas les géniardes. Donc vous les éliminez de vos études. Vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Je voulais vous poser une question. J'ai lu dans un livre que le comte de Chambord, donc qui est célèbre pour avoir refusé refuser le drapeau tricolore. Le drapeau tricolore et donc refusé le retour de la monarchie. Il l'a refusé parce qu'il savait qu'il y avait un héritier et que ce n'était pas lui. C'est possible absolument, mais je pense qu'il n'avait pas envie vraiment de régner, parce qu'il a ces occasions de revenir à Paris, de ne pas revenir officiellement, de revenir en douce, de se renseigner, de ne pas se faire connaître. Or, à l'époque, il y a une assemblée, une chambre qui est à majorité monarchiste. Oui. Et ça se verra avec le président maréchal MacMahon. Donc il s'en est fallu de peu, mais je crois que, en définitive, son grand refus, que je trouve une grande faute, était celui d'un homme qui n'en voulait pas et qui se méfiait d'un concurrent, d'un rival, d'avoir à discuter encore de la légitimité. On parle beaucoup de la mauvaise éducation qu'il aurait reçue de Charles X. Oui. Ce qui ne me paraît pas faux, parce que, pardonnez-moi... On n'a pas développé ses capacités. Non, mais un de mes ancêtres était proche de Charles X, le général duc d'Écart, qui a libéré 32 000 esclaves, des chrétiens mis en esclavage par les Arabes. Non, c'est pas vrai, ça, c'est pas possible. Ce sont des choses qui ont été oubliées. Pas possible. Eh bien, lui disait, sire, il faudrait en gros tenir compte tout de même de ce qui s'est passé, la Révolution, l'Empire, il y a tout de même un certain héritage. Et malheureusement, Charles X répondait « Je sais, mais que voulez-vous, j'ai mes vieilles idées. » Regrettable. Et je crois que le comte de Chambord, d'après ce qu'on veut, était un peu dans cet état d'esprit, il ne voulait pas vraiment se battre. Et il avait reçu, à ce point de vue-là, sans doute une mauvaise éducation. En tout cas, et ils ont capté, en quelque sorte, le jeune duc, et ils l'ont capté... Sa mère a dû partir en le laissant. Et ce qui était un grand drame. Alors nous allons terminer cette émission avec le couple Louis XVI et Marie-Antoinette. Et on est tout de même frappé, quand on relit votre livre, de la mauvaise influence de cet ambassadeur... Merci Argenteau. Merci d'Argenteau, oui. Mais alors, j'ai publié un certain nombre d'extraits de lettres au vocabulaire assez cru sur le plan de l'intimité, pour comprendre que le vrai drame du couple, c'est qu'ils sont, trop jeunes, d'ailleurs ils le disent à la mort de Louis XV, et qu'il n'y a pas de désir. Comme disait un général très connu, la nature n'avait pas parlé. Bon, ils n'ont pas envie, ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas comment se mettre. Les deux sont tout à fait vierges. Très vierges. Et on ne lui a pas donné les comtesses du... Non, les comtesses hygiéniques, comme on disait à la cour de Vienne, qui étaient très très utiles pour un apprentissage. Et donc, c'est pas très joli d'ailleurs, on pourrait dire les comtesses du plaisir. Oui, je reconnais que c'est pas moi qui ai trouvé l'expression, ça dit bien ce que ça veut dire. Mais ce qui m'a frappé en réexaminant tous les documents, j'en profite pour dire au passage qu'on n'a toujours pas la preuve, et les documents ont été examinés avec les techniques des services secrets actuels sur les papiers qui ont été utilisés plusieurs fois, les fausses écritures, etc. La preuve d'une relation charnelle entre Marie-Antoinette et Fersen. C'est un loup dans l'édition et dans le journalisme. Oui, ça sort. On dit, avec les techniques modernes, on a vu que... Non, aucune preuve. Et en revanche, Louis XVI et Marie-Antoinette, qui, le moins qu'on puisse dire, sur le plan de l'harmonie physique, ça a été un échec total, mais à la prison du Temple, ce couple se trouvent. Finalement, c'est ce qui m'a frappé. Ils savent très bien qu'ils sont perdus, qu'ils sont condamnés, que c'est la fin, et chacun trouve sa place. Il était temps, vous me direz, mais c'est très émouvant. Vous écrivez, Jean Descartes, inspiré par le roi, la reine retrouve force et dignité. Leur comportement admirable dans une tragédie qui les dépasse les a unis pour toujours. Oui. Je pense que, parce qu'ils savent très bien ce qui va se passer. Louis XVI avait des maladresses, mais c'était un homme foncièrement honnête.
Marie-Thérèse avait été élevée à Schönbrunn, dans un endroit où il n'y avait pas de courtisane, etc. Elle est arrivée trop jeune à Versailles. Elle s'est laissée un petit peu tourner la tête, bien sûr, mais quel milieu épouvantable qui l'accueillait. L'Autrichienne, c'est arrivé très tôt. Oui. Elle était victime d'un accord politique européen. Il y avait la Prusse, il y avait la Russie. Et puis des ennemis bien décidés à la faire tomber. Oui, absolument. L'affaire du collier, c'est quelque chose. Voilà, qui est un montage monstrueux dans lequel... Alors, la grande erreur de Louise Marie-Antoinette, c'est d'avoir voulu faire condamner le cardinal de Rohan. Il fallait régler cette affaire discrètement, puisque, comme le dit Stefan Zweig, en voulant paraître innocente, elle était parue coupable. Et elle n'y était pour rien, sinon de naïveté. Alors, ce sont des couples tragiques, mais qui se retrouvent in extremis avant l'horreur de la guillotine. Vous avez cité, Stefan Zweig, vous citez un très joli passage de Stefan Zweig au moment du départ de Charles et Zita de Vienne, qui savent qu'ils ne reviendront pas. Stefan Zweig écrit: je reconnus derrière la glace du wagon la haute stature dressée de l'empereur Charles, le dernier monarque Habsbourg, et son épouse en vêtements noirs, l'impératrice Zita. Je tressaillis. Le dernier empereur d'Autriche, héritier de la dynastie qui avait gouverné le pays pendant 700 ans, quittait son empire. L'empereur. Ce mot avait réuni toute la puissance, toute la richesse. Il avait été le symbole de la pérennité de l'Autriche. Et dès l'enfance, on avait appris à prononcer ces paroles avec vénération. Et maintenant, je voyais son successeur, le dernier empereur d'Autriche, quitter le pays en proscrit. Tous ceux qui nous entouraient sentaient l'histoire universelle dans ce spectacle tragique. Oui. C'est là qu'on voit que Zweig était quand même un sacré témoin. Fantastique, il est dans un train qui est à côté de celui du train de l'exil, et ça m'a toujours beaucoup frappé, ce personnage, Stefan Zweig, qui décrit le monde d'hier, si autrichien, et que c'est la fin d'un monde et la fin d'une Europe, la fin du monde d'une certaine façon. C'est très émouvant. C'est très émouvant. Merci beaucoup, Jean Descartes. C'est moi. Des couples tragiques de l'histoire. Nous apprenons beaucoup. Et nous apprenons que la vie des rois et des reines, eh bien, ce n'est pas une partie de bonheur. Non. Ils ont le sens du devoir. Voilà. Merci beaucoup, Jean. Merci, Anne. À bientôt, chers amis de TV Liberté.